Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de vos goûts. C'est une vidéo qui est un mix de résumé de livres et d'analyses. Je vais rajouter des analyses sur un résumé de livre. Et pour commencer, je vais vous faire écouter 3 musiques et vous allez en choisir une, celle que vous préférez. Donc on va écouter la première. Ensuite, on va écouter la seconde musique. Et la troisième musique. Ok, donc notez celle que vous préférez parmi les 3 et je vous expliquerai à la fin de cette vidéo pourquoi vous avez choisi cette chanson, quelles sont les caractéristiques en fait de cette musique qui ont fait que vous l'avez choisie spontanément. Mais pour ça, il y a des choses à comprendre avant et il faut regarder toute la vidéo. Donc Pierre Bourdieu, dans son livre Distinction, il explique que nos goûts sont liés à notre éducation. Que ce soit les musiques qu'on aime écouter, les auteurs qu'on aime lire et même les personnes qui nous attirent, ils résonnent en fait en classe sociale. Il a réalisé une étude en montrant plusieurs photos et en demandant au sujet quelle photo était à leurs yeux la plus photographiable. Ceux issus de la classe populaire ont choisi des photos comme des paysages, des photos de coucher de soleil, des photos d'animaux. C'était des photos de choses qui sont reconnues pour leur beauté. Et c'était souvent aussi des photos avec de très belles couleurs. Il y avait aussi des photos engagées, les photos dénonciatrices. Par exemple, une photo d'un soldat mort pour dénoncer les dégâts de la guerre. Ce sont toutes les photos où on va lire en fait l'intention de l'auteur de dénoncer une réalité. Des photos qui ont un sens explicité. Et l'étude a montré que plus on montait dans la hiérarchie sociale, plus les sujets choisissaient des photos d'objets insignifiants. Ceux issus de la classe bourgeoise ont choisi des photos de morceaux de ferraille ou d'une poubelle. C'était aussi plus souvent des photos en noir et blanc. C'est-à-dire que plus on montait, plus les gens pensaient qu'on pouvait faire de belles photos avec du moche et de l'inutile. L'attention n'était plus portée sur l'objet pris en photo, mais sur le travail du photographe et aussi sur sa propre capacité à déchiffrer ce travail. Donc, il y a un lien qui a été établi entre classe sociale et goût. Et pour Bourdieu, en fait, vos goûts et votre style de vie est le fruit de votre capital. Vous n'avez pas de libre arbitre dessus. On peut anticiper ce qu'une personne peut aimer ou détester en fonction du milieu social qui l'a le plus influencé. Ça peut être le milieu d'où elle vient, le milieu où elle est actuellement, ou le milieu qu'elle cherche à rejoindre et à incarner consciemment ou inconsciemment. La façon dont on se nourrit, la façon dont on décore nos logements, les sports qu'on choisit de pratiquer, tout ça découle du milieu social influent. Et donc là, forcément, vous vous dites, bah oui, c'est normal en fait. Ceux qui ont le plus de moyens peuvent s'offrir plus. En fait, ça dépend surtout du compte en banque. Et en fait, c'est pas si simple que ça. Parce que si on observe certaines choses du quotidien, il y a des contradictions. Les repas les plus chers ne sont pas les plus nourrissants. Les personnes les plus aisées ne sont pas celles qui ont un mobilier ultra design chez elles. Au contraire, elles ont même souvent des meubles un peu anciens, trouvés chez des antiquaires, des trucs comme ça. Et il y a des sports comme le tennis qui ne coûtent pas plus cher que les autres sports. Alors comment on peut expliquer que ce soit un sport qui soit privilégié par la classe bourgeoise ? On ne peut pas juste faire ce lien logique, j'ai plus de moyens, donc je peux m'offrir plus. Et la logique en fait qui va expliquer ça, c'est que chaque classe sociale va s'affirmer en tant que classe et pour ça, elle va chercher à se distinguer de la classe qui lui est juste inférieure. Si on prend l'exemple des décorations intérieures, ce qui va ressortir de l'étude, c'est que en bas de la hiérarchie sociale, on va chercher du fonctionnel, quelque chose de pratique, qui va être facile à entretenir, qui est propre, du Ikea quoi. Et plus on monte dans la hiérarchie sociale, plus on va chercher des propriétés esthétiques. La classe populaire, elle va chercher du fonctionnel. Il faut que ce soit pratique, utile, il faut que ce soit optimal. C'est la logique de plus le meuble à tiroir, mieux c'est. Et les classes moyennes, elles sont affranchies de ça, de la nécessité. Donc le mobilier pratique, c'est du acquis pour elles. Et ce qui la distingue de la classe populaire, c'est sa capacité à investir dans quelque chose d'esthétique. Donc elle va chercher un intérieur qui va être plus chaud, un intérieur confortable et surtout un intérieur esthétique. Ce qu'elle cherchera à valoriser, c'est qu'elle peut s'offrir du mobilier de design, le mobilier qui affiche de la qualité esthétique. Il faut que ce soit un style qui soit remarquable. Donc elle va plus aller vers des produits dont la marque est visible et reconnaissable. Et les classes privilégiées, pour elle, le style, c'est du acquis. Donc, ce qui permet à l'ancienne bourgeoisie de se distinguer de la nouvelle bourgeoisie, c'est l'ancienneté de ses richesses. Donc, elle va décorer avec des meubles hérités.
Elle va aussi se distinguer par le goût, être capable de détecter le beau sans qu'aucun signe visible nous indique que l'objet est beau. La nouvelle bourgeoisie, elle fera appel à un architecte qui fera preuve de bon goût à sa place. Et l'ancienne bourgeoisie, elle va se distinguer par le fait d'avoir ce goût. Donc ce sont des meubles qui sont choisis chez des antiquaires, dans des brocantes. Ce sont des meubles qui auront une faible valeur économique, mais qui prendront de la valeur parce que l'acheteur aura exercé sa capacité à détecter le beau. Une capacité qui est héritée, on verra ça après. Et cette logique-là, elle va exister pour tout, même pour les vêtements, avec les vêtements pratiques, les vêtements stylisés et les vêtements inutiles, le 3 pièces ou bien la cravate. La cravate, c'est inutile. La ceinture, ça sert le pantalon il habille, la chemise aussi. Mais la cravate, c'est la chose la plus inutile qu'on porte. Elle a aucune fonction, elle n'a qu'une fonction sociale. Elle distingue en fait le cadre de l'ouvrier à la base. Et si vous observez les marques, on a la même logique dans la façon dont elles segmentent leurs cibles et elles vont marketer leurs produits. Par exemple, dans les marques de luxe, il y a aussi ces éléments distinctifs de différents niveaux en fait. De plus en plus en fait de personnes ont accès aux marques de luxe par la location, les reventes. Donc elles ont élargi en fait leur cible marketing à la classe bourgeoise basse. Et le problème, c'est que la clientèle de luxe, elle attend que l'objet soit un symbole de distinction. Donc les marques, elles se sont retrouvées coincées entre le fait que lorsqu'une personne achète un produit de luxe, elle veut que ça se voit. Et le fait que la marque en elle-même ne suffit plus à créer de la distinction puisqu'elle est devenue accessible à plus de gens. Et en fait, ce que les marques ont fait, c'est qu'elles ont mis l'accent en fait sur les signes subtils qui peuvent être reconnus que par les initiés, comme par exemple le orange d'Hermès ou la fleur de camélia pour Chanel. Ça peut être aussi une matière qui est associée à une marque comme le bambou pour Gucci. Et ces codes, en fait, ils ont permis de créer 2 castings de clients. Ceux qui achètent les produits avec le logo visible et ceux qui cherchent une distinction et qui vont choisir justement le produit où le logo sera invisible, mais le code subtil, lui, le sera et sera reconnaissable par les initiés. Cette façon de semi-consciente de faire ses choix, ça va transparaître dans toutes les choses du quotidien. Plus on monte dans la hiérarchie sociale, moins on prend les choses pour ce qu'elles sont. L'alimentation, par exemple. Dans les classes populaires, la nourriture, elle est servie en abondance. On remplit les assiettes, on se resserre, on va vers des plats consistants parce qu'on se nourrit pour acquérir de la force physique. Et la force physique est valorisée dans la classe populaire parce que c'est une dimension de la virilité. Et c'est lié en fait à la force de l'ouvrier. L'ouvrier vend sa force de travail. Il y a aussi la notion de collectif, de solidarité, de partage. On partage son plat, on propose un peu de dessert à son voisin, on picore dans l'assiette du voisin. C'est un moment de familiarité en fait. On ne s'encombre pas de manière. Et plus on monte dans la hiérarchie sociale, plus la forme va compter. Et la nourriture de moins en moins. En fait, on nie la fonction de manger comme un besoin de primaire. La façon d'aborder le repas se construit en fait autour de tout ce qui distingue du fait de se jeter sur le plat en fait, de la faim. Les manières sont là pour s'éloigner de tout ce qui pourrait s'apparenter à de la nécessité. Donc il va y avoir un rythme, il va y avoir du service, il va y avoir des attentes, des retards, les assiettes sont moins remplies. Et si vous observez bien, c'est aussi cette logique que le prix des cartes des restaurants va suivre. On ne paye pas plus cher pour manger plus, ni même pour manger mieux. On paye plus cher pour cette distinction avec la nécessité, pour l'art de la table. Et on retrouve cette logique dans les goûts aussi pour le sexe opposé en fait. Dans un environnement, le pulpeux sera valorisé, le muscle le sera aussi, et dans un autre, ce sera le fluet, le frêle, la minceur qui sera valorisée. Et généralement, en fait, les critères qu'on retrouve, c'est en bas la nécessité, et plus on monte, plus on valorise l'inutile. Ou sinon, c'est plus on monte, en bas le collectif, et plus on monte, plus on valorise l'individuel. Ou bien en bas la rapidité, et plus on monte, plus on valorise la lenteur. Et ça explique pourquoi les classes populaires préfèrent le foot et le rugby, quand la bourgeoisie va préférer le ski et le tennis. En fait, dans les classes populaires, la virilité va être valorisée, le combat, et plus on monte dans la hiérarchie sociale, plus l'attente liée au sport n'est pas la dépense physique en fait. C'est pas la dépense énergétique, mais c'est pour tout ce qu'il va y avoir autour. Ça va être des sports ritualisés, des sports qui vont se pratiquer dans des lieux réservés. C'est aussi des sports qu'on pratique pour d'autres bénéfices, comme les relations sociales que ça va permettre de nouer. C'est des sports où on ne se touche pas. Ça se pratique seul, ça se pratique dans la distance. Et s'il y a un partenaire, c'est un partenaire qu'on choisit, le partenaire de tennis, au golf. Ce sont des sports aussi qui sont plus lents, comme la danse classique. La danse classique, c'est une danse beaucoup plus lente que d'autres danses qui sont considérées comme plus populaires. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait, pendant le premier confinement, il y avait eu cette course au papier toilette. Et on peut se demander, pourquoi le papier toilette? Pourquoi pas le savon, le shampoing ou les fruits? En fait, le
papier toilette, c'est vraiment le bien de première nécessité. Il n'y a pas de question d'esthétique ou autre. Et je me demandais en fait si, en lisant le livre, si on avait pu faire les mêmes études sur les classes sociales à ce moment-là, qu'est-ce que ça aurait donné entre ceux qui ont eu l'achat immédiat de nécessité, ceux qui s'en sont distancés et ceux qui ont méprisé. Et le fait en fait que toutes les classes, au bout d'un moment, se sont retrouvées à chercher du papier toilette, bah, c'est symbolique en fait. Et on peut analyser comme ça aussi le papier toilette. Il y a plusieurs types de papier toilette. Il y a le papier toilette dru, blanc, le pratique, quoi. Ensuite, il y a le papier toilette confortable, le moelleux, avec la douceur. Et puis après, il y a le papier toilette imprimé, qui est juste le summum de l'inutile, imprimer du papier toilette. Donc, parce que voilà, dans notre société, en fait, avoir la classe, c'est adosser de l'inutile à de la nécessité. Et même cette expression, avoir la classe, c'est avoir la classe sociale. J'avais même pas pensé. Enfin bref, donc Bourdieu, ce qu'il explique, c'est que tous nos styles de vie vont découler de notre milieu social. Donc chaque classe va avoir son propre style de vie, un style de vie qui est revendiqué et qui s'oppose au style de vie des autres classes. Et ça peut être source de mépris, et un mépris auquel tout le monde va participer en fait. C'est le mépris de la représentation qu'on se fait d'une autre classe. Si on prend l'exemple de la familiarité, dans la classe populaire et la classe moyenne, la familiarité c'est quelque chose de positif. C'est établir une relation d'égal à égal avec l'autre en fait. Il y aura le tutoiement, c'est quelque chose de positif. Il y a aussi ce côté, moi je suis comme ça. Pas de censure en fait dans l'expression de ce qu'on est, de ses sentiments. Et plus on monte dans la hiérarchie sociale, plus la familiarité et l'expansion ont une connotation négative. C'est la retenue qui sera valorisée. La familiarité sera quelque chose qui sera vu comme un côté sans gêne, un manque de savoir-être. C'est le franc-parler populaire versus la censure bourgeoise. Mais l'un ou l'autre ne se sent pas inférieur dans sa façon de faire. Ils vont se juger mutuellement très sévèrement. D'un côté, le formel, la langue de bois est valorisée, et c'est une forme de politesse, et de l'autre, ce sera perçu comme de la froideur, comme de la prétention, comme de l'hypocrisie. Et d'ailleurs, l'entreprise reprend les codes de la bourgeoisie au niveau du savoir-être. Et la classe populaire, elle va se moquer du bourgeois qui va dépenser son argent dans des choses inutiles. Par exemple, l'un trouvera inutile de mettre autant d'argent dans un mariage parce que l'amour ne nécessite pas de dépenser autant en un jour. Et pour l'autre, ce sera un investissement social en fait. C'est un moyen pour lui de créer un événement qui va tisser les liens des gens au sein de son réseau social. Ça va resserrer les liens. Et pour lui, en fait, l'investissement dans un capital social est plus important que le capital économique. Et Bourdieu dit une phrase à ce sujet, il dit « La folie des uns et la nécessité des autres ». Et les politiques utilisent très souvent en fait, cette vision différente des choses ordinaires pour s'adresser à un groupe social précis. Par exemple, Emmanuel Macron, il va dire qu'il adore le cordon bleu, ou il va surjouer son amour du foot. Il aime sûrement le foot, mais il le surjoue. Ou Jean-Luc Mélenchon, il va débarquer sur TikTok et reprendre des paroles de Weshden. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux ont une connotation populaire. Enfin bon, je les cite eux, mais c'est le cas de tous les politiciens, il n'y a pas d'exception. Un politicien ne parle pas pour exprimer sa pensée, il parle pour séduire un groupe social précis. Le cinéma l'utilise aussi dans la construction de ses personnages. On donne comme ça de la consistance aux personnages par ce type de détails. Après, ça peut être problématique quand il y a une vision stéréotypée d'une classe sur une autre. Lorsque la classe bourgeoise raconte le récit de la classe ouvrière, la vision cinématographique de la classe ouvrière qui est donnée, elle peut être teintée de mépris. Certains films traduisent une condescendance qui est presque inconsciente du réel et de l'acteur. Et la théorie portée par Bourdieu, c'est qu'il y a une hiérarchie qui est posée dans les goûts, et ça, c'est le fruit d'une domination d'une classe sur une autre. En fait, il y a tout un art de vivre qui est présenté comme le plus noble. Certaines formes de culture sont considérées comme plus nobles que d'autres. Ça va être par exemple l'opéra, certains types de théâtre, certaines œuvres sur d'autres. Et c'est la classe dominante qui va créer les normes par une domination qui est dite douce. C'est-à-dire que rien n'est imposé par autorité, mais ça va être par la publicité, par la séduction. C'est juste symboliquement porté comme le goût supérieur. Et que tout le jeu de la domination est dans le fait de faire croire que ce goût, qui est artificiellement construit et qui est artificiellement établi comme supérieur, ce sera un goût pur, alors qu'en fait c'est un goût qui est socialement construit. Et ça m'avait fait penser en fait à ce violoniste qui avait joué du Bach à Washington pendant 1 heure et personne s'était arrêté pour l'écouter. Ils lui ont même pas donné quelques pièces, je crois qu'il a récolté 3 €. Il n'y a qu'un enfant qui s'était arrêté à un moment pour l'écouter et même sa mère l'avait tiré en disant allez, on n'a pas le temps. Personne l'avait applaudi et c'était en fait une expérience sociale. Ce violoniste c'était Joshua Bell, un des meilleurs musiciens de la planète et il était en train de jouer une des partitions les plus difficiles avec un violon qui valait plus de 3 millions $. Et certaines œuvres en fait dites nobles, sorties de leur contexte,
elles vont perdre toutes les caractéristiques que le bon goût voudrait leur attribuer. Et il y avait eu aussi ce test avec les vins, où ils avaient échangé les étiquettes de certains vins pour tester des sommeliers, et même les plus expérimentés, ils s'étaient fait avoir. L'expert n'arrivait pas à reconnaître comme bon un vin qui était considéré comme bon dès lors qu'on a retiré à ce vin tous ses attributs sociaux visibles. Ce qui signifie qu'en fait que cette hiérarchie elle n'est pas du tout liée à des caractéristiques pures, de goût pur, mais du goût social. Donc voilà, il explique que ce goût, il est présenté comme supérieur, mais que c'est une supériorité artificiellement construite. Et la soumission à cette hiérarchie verticale, elle s'exprime par la reconnaissance implicite de la supériorité. Tout le monde joue le jeu en fait. Par exemple, lorsque les grandes chaînes reproduisent des produits de haute couture mais à moindre coût. Il y a du substitut en fait. Il y a une reprise du goût mais en moins cher. Et que ça veut dire qu'en fait que ce bien est digne d'être possédé au point de se contenter d'une réplique. Quand les gens achètent du mousseux pour que ça se substitue au champagne, du simili qui va se substituer au cuir. Faire ça en fait c'est faire allégeance à la culture dominante. Faire ça c'est reconnaître la supériorité de ce goût et de son inaccessibilité. C'est jouer le jeu de la domination, mais en prenant le rôle du perdant qui est consenti en fait. Après, il y a certaines personnes qui savent jouer avec les codes, et souvent ce sont les transfuges sociaux. Fabrice Lucchini, par exemple, il est dans ce mélange des genres. Il va prendre des sujets pop, comme par exemple la télé-réalité, et il va en parler, mais avec les codes du langage de la bourgeoisie. Il va encenser ce que le bourgeois méprisera et il le fera avec cette hyperdiction, des mots recherchés, un phrasé qui va être soigné, ou bien l'inverse en fait. Il va choisir un sujet de fond, mais il va transgresser par la parole. C'est-à-dire quand par exemple il parle de Madame Bovary, il va être grossier volontairement. S'il transgresse sur le fond, il se rattrape avec la forme, et si le fond est un sujet acceptable, il va transgresser sur la forme. Il donne en fait, en faisant ça, à manger à tout le monde. C'est quelqu'un qui a acquis une culture légitime, mais sa posture mentale n'est pas du tout une révérence à cette hiérarchie des légitimités. Il sera beaucoup plus désinvolte. Il peut s'intéresser à des choses qui ne sont pas reconnues par la culture légitime. C'est une personnalité affranchie, c'est un affranchi. En fait, parmi ceux qui se déplacent sur l'échelle sociale, l'espace social, qui la gravissent ou qui la descendent, vous avez 3 types de profils. Vous avez les affranchis, les surdéterminés et les suradaptés. L'affranchi, c'est celui qui ne cherchera pas à se conformer parfaitement au milieu social qu'il rejoint, ni au milieu social d'origine. Il va prendre le meilleur de tous les environnements et les concilier. Il va faire un truc un peu sur mesure, comme Fabrice Lucchini, comme Lena Situation. Lena Situation, c'est une youtubeuse qui sait jouer avec les codes. Sa vidéo la plus vue, c'est une vidéo où elle est en haute couture, en robe haute couture dans le métro. Ensuite, il y a les surdéterminés. C'est celui qui va incarner le milieu social d'origine et continuer de l'incarner même quand il sort de ce milieu. Le comportement survit aux conditions en fait. On a ça par exemple avec les rappeurs ou bien aussi des personnes qui vont être déclassées. Et le 3e type, c'est le suradapté. Le suradapté en fait, il est conscient de la hiérarchie et il va faire le choix de s'y soumettre en cherchant à se conformer au code du groupe social rejoint, de la classe rejointe, ou qu'il cherche à rejoindre. En fait, il va s'approprier les manières, les conduites de la classe qu'il rejoint. Là, ça va être une suradaptation en fait, et c'est de la soumission mentale à des critères dominants. Ça peut être inconscient, et ça peut être aussi par nécessité professionnelle. Et il n'y a pas vraiment de différence entre le suradapté de la classe moyenne qui rejoint la classe bourgeoise et qui va chercher à se conformer au code, et le suradapté au sein d'une même classe en fait. Par exemple, le nouveau bourgeois qui cherchera à s'approprier les codes de l'ancienne bourgeoisie. On voit ça par exemple avec justement la nouvelle bourgeoisie qui va commencer à acheter de l'ancien. C'est la nouvelle bourgeoisie par exemple qui rachète les châteaux français. Et Hannah Arendt, elle parlait du philistin inculte et du philistin cultivé. Le philistin inculte, c'est celui qui va dire voilà, l'art ça sert à rien, lire ça sert à rien. Et le philistin cultivé, c'est celui qui va s'intéresser à l'art, mais pas par sensibilité, mais il le fait pour tous les bénéfices sociaux que ça peut lui apporter. Il le fait pour s'élever socialement. C'est ça la finalité. Et c'est aussi lui qui va exprimer le plus sa distinction avec la classe inférieure, parce qu'il ne voudra pas qu'on le confonde. C'est un mépris en fait affiché qui sera pour marquer la distinction. Le goût s'exprimera par dégoût du goût de celui qui est juste en dessous. Il va y avoir un fort dénigrement de celui dont il cherche à se distinguer. Le dénigrement d'une personne, d'une pratique, d'un goût, ça permet à celui qui dénigre d'affirmer sa supériorité sur ce point-là,
pour montrer qu'il possède lui-même les codes de la classe supérieure. C'est le syndrome du parvenu en fait. Donc pour revenir à la musique que vous avez choisie en début de vidéo, c'était une étude qui avait été réalisée par l'auteur et il en est ressorti que la classe bourgeoise, les intellectuels et les cadres vont préférer la première musique. C'est de Bach, le clavecin tempéré. Donc on est sur plus de lenteur, c'est aussi plus recherché. La deuxième musique était choisie par les membres de la classe populaire, c'est le Beau Danube bleu, c'est plus rythmé, c'est plus accessible aussi, donc moins recherché, et c'est aussi une musique qu'on rencontre dans notre parcours scolaire. Donc en fait c'est un peu une valeur sûre, on la reconnaît et on sait que c'est une œuvre reconnue. Et la troisième musique qui était choisie donc le plus souvent par la classe moyenne, c'est Rhapsody in Blue qui reprend les codes populaires mais qui est quand même un peu plus recherché. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez choisi, si ça vous correspond ou pas, parce que Bourdieu il a fait cette étude il y a quand même assez longtemps et en fait, tout au long du livre, je me demandais est-ce que c'est encore valable tout ça aujourd'hui? À quel point est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui avec Internet, l'évolution des modèles pédagogiques, même de notre système éducatif, de notre société? Est-ce que c'est toujours valable en fait tout ça? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous allez regarder cette photo et vous allez donner votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de cette photo? Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous en diriez si on vous demandait votre avis? Et dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer en quoi votre réponse à cette question, elle va révéler votre avenir social. Ça révèle en fait les choix professionnels que vous auriez tendance à faire et même les choix sentimentaux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je posterai la prochaine dans moins de 2 jours, donc conservez votre réponse, vous pouvez la mettre en commentaire de cette vidéo ou la noter quelque part, mémorisez-la. Et merci d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à très vite.